Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir le nouveau modèle de la marque Baltic. Et qui de mieux que son fondateur Étienne, qui est déjà passé sur la chaîne il y a quelques années de ça, donc, mais ça commence à faire un peu de temps. Merci à toi d'être là. Merci à toi Clément de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Et surtout que la dernière fois, on l'avait fait à l'ouverture de ton showroom. Ouais, ça remonte un petit peu plus de 2 ans du coup. C'est ça, un peu plus de 2 ans. Et c'est vrai que du chemin a été fait depuis, mais pour la marque. Beaucoup, mais il en reste beaucoup aussi. Beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, donc ouais. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu? Ouais, alors du coup, moi je m'appelle Étienne Malek, je suis le fondateur de la marque Baltic. J'ai créé la marque Baltic il y a 7 ans, bientôt, ça fera 7 ans au mois d'avril. Je suis passionné d'horlogerie, je suis passionné de pas mal d'autres trucs aussi à côté, de voitures notamment. Et on a créé avec 2 associés, Paul et Clément, qui sont des potes de lycée, la marque Baltic il y a 7 ans. Donc cette histoire-là, grosso modo, c'est une histoire de famille, donc la création de la marque. Mon père était photographe et j'ai perdu mon père, il est décédé quand j'étais jeune, à 5 ans, d'une maladie du poumon, et du coup j'ai récupéré en fait, si tu veux, cette collection de montres. Et je l'ai fait vivre pendant des années, et en fait j'ai eu une expérience entrepreneuriale juste après mes études, quasiment pendant mes études d'ailleurs, qui nous a mené, Clément, Paul et moi, à faire ce bout de chemin à 3. Et au bout de quelques années, on a réorienté, tu vois, notre envie d'entreprendre vers l'horlogerie, parce que c'était un secteur qui m'intéressait beaucoup, qui me passionnait depuis des années. Donc voilà un petit peu mon histoire par rapport à l'horlogerie, que je détaillerai si tu veux. Avec grand plaisir. Donc tu commences l'horlogerie vraiment à ce moment-là? Ouais, alors je commence jeune, puisque du coup, en fait, pour moi, la collection de mon père, ça a été un petit peu le premier... si tu veux, ça a été un peu la manière d'apprendre à le connaître. C'est une personne que j'ai pas connue, malheureusement. Et j'ai toujours été de nature passionnée. Je me suis toujours intéressé à plein de trucs. Le sport, plein d'autres domaines, tu vois. Et j'avais besoin de focaliser mon attention sur quelque chose. Et spécifiquement, là, dans la relation que je n'ai pas eue avec mon père, puisque du coup, la collection qu'il m'a léguée, si tu veux, ça a été un petit peu le point d'accroche pour essayer de comprendre pourquoi il aimait l'horlogerie, quelle horlogerie il aimait, quelle pièce, pourquoi, qu'est-ce qu'il a eu avant, avec qui il échangeait, etc., etc. Et en fait, si tu veux, dans sa collection, il a tout référencé depuis le début. Donc, il était photographe, du coup. Donc photographe en montre ou... Non, alors photographe... de manière générale. De manière générale. Et si tu veux, je suis tombé là-dessus. J'avais une valise chez moi qui traînait avec une centaine de montres. Il y avait plein de trucs, des Speedmaster, des Navitimer, des Zenith El Primero, Tudor, vraiment une collection diverses et variées, Breguet, plein de trucs. Et si tu veux, ça a été un petit peu le début de mon lien à l'horlogerie, que j'ai perpétué depuis, parce que du coup, tu sais, à l'époque, donc ça c'était en 2006, ça remonte, tu vois, j'avais 16 ans. Et en fait, à l'époque, j'ai commencé à discuter sur Forum à montre, qui était le moyen, la référence pour engranger des connaissances à l'époque sur l'horlogerie. Donc j'ai toujours échangé sur ce forum pendant des années pour me renseigner sur la collection de mon père en premier. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai échangé, avec qui j'ai acheté des montres, et j'ai perpétué, tu vois, des relations amicales aujourd'hui. J'ai participé à des réunions de collectionneurs à Paris. Moi, je suis de Normandie à la base. D'accord. Donc je venais à Paris avec la collection pour échanger là-dessus. J'en ai organisé quelques-unes à côté de chez moi aussi. Et ensuite, voilà, tu vois, ça a été un peu tout ce cheminement de apprendre quelles étaient les pièces qui appartenaient à mon père, développer mes goûts aussi, parce que j'en ai revendu et j'en ai racheté pas mal. Les entretenir, les vendre pour les entretenir, c'est important. Malheureusement, c'est cher. Et voilà, donc tout ce cheminement m'a amené, tu vois, je pense une culture horlogère, peut-être pas une vision, mais en tout cas un regard sur l'esthétique de certaines montres. Ça a formé mes goûts, tout simplement, hein, comme tous. Hein, on a tous nos goûts et on a tous, tu vois, notre propre culture, entre guillemets. Mais voilà, moi, je suis un peu né dedans, entre guillemets, quoi. À quel moment tu t'es dit, OK, j'ai envie d'aller plus loin dans la passion, je crée une marque de montres, je crée Baltic?
C'est pareil, c'est toujours un cheminement, si tu veux. Donc il y a eu cette collection, il y a eu le fait que voilà, je me mette à fond dedans à 200%, et c'était pas par intérêt parce que je le faisais vraiment purement par passion. Ouais. Je me suis toujours dit, j'aimerais bien bosser, tu vois, dans l'horlogerie, peut-être en Suisse, en marketing, parce que je te dis encore une fois, ces histoires-là me parlaient beaucoup. Mais j'ai toujours trouvé ce milieu, en tout cas de loin, quand j'étais en Normandie, chez moi, en me disant, ça m'a l'air inaccessible. Donc je sais pas, peut-être qu'on verra, tu vois. Les études et l'histoire de ma vie feront peut-être qu'un jour j'atterrirai en horlogerie. Et donc j'ai passé quasiment 4 ans à l'étranger avec mes 2 associés. On a pas mal voyagé, et puis on a fait nos études à l'étranger, et on est resté à l'étranger pour les études. On a fait des études de commerce, mais sans... à l'étranger. Pologne, Istanbul et Prague pendant 2 ans. D'accord. Et si tu veux, donc on n'était pas dans un cursus français, et on a eu cette idée de créer une marque de lunettes qui s'appelait Rezin, R-E-Z-I-N, en 2014 avec Paul et Clément. Et donc ça a été notre première aventure entrepreneuriale. C'était vraiment un projet étudiant. On n'avait aucune idée ni comment dire, ambition, tu vois, d'en vivre un jour. C'était vraiment un projet étudiant, et au final ça nous a amené loin parce que la boîte a duré quasiment 8 ou 9 ans. On a revendu depuis, mais on était distribué chez 300 opticiens. On avait une collection avec, je sais pas, 150 références différentes. Donc si tu veux, on a fait un peu, je dirais, nos armes, tu vois, dans l'entrepreneuriat, en faisant beaucoup d'erreurs. On s'est planté beaucoup. Ouais. Par contre, ça nous a appris plein de choses. Et le seul problème de cette expérience entrepreneuriale-là, c'est qu'on était finalement, au bout de quelques années, plus sensible aux produits, plus sensible, un peu moins en tout cas, à ce qu'on faisait. Donc si tu veux, il y a une sorte de lassitude à un moment. Et moi, j'ai ces petites choses qui sont revenues... parce que quand je suis parti à l'étranger, c'est vrai que j'étais moins dans l'horlogerie, parce que c'était la vie étudiante. Donc la vie étudiante est aussi voilà, il y a d'autres choses à faire, d'autres choses à voir. Exactement. Et c'est revenu en boomerang. Et en fait, ça, c'était en 2015. Et en 2015, j'ai proposé à Paul et Clément. Je leur ai dit, écoutez les gars. Est-ce que ce serait pas plus sympa de faire des montres, de l'horlogerie? Je connais un petit peu le milieu. Je pense que j'avais une sensibilité esthétique beaucoup plus affûtée à l'horlogerie que dans les lunettes, très honnêtement. Du coup, on a une philosophie après de vie qui est assez... tu vois, on est toujours un peu... positif en se disant allez go, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, mais on essaye plein de trucs. Ouais. Donc on s'est dit ok, allez go, donc on s'est concerté un petit peu. Moi j'avais déjà une idée de montre en tête, une montre qui m'obsédait, qui était le Longines 13 Eden, qui est une superbe montre des années 40, donc à step case, il s'avère que cette montre vaut très très cher. Ouais. Et j'avais pas les moyens de me la payer. Et donc je m'étais dit tiens, ce serait intéressant d'essayer de... Et en plus je trouve ce design vraiment intéressant parce que c'est un peu... donc c'est très rétro bien évidemment parce que les années 40 c'est loin. En revanche ça a beaucoup de modernité dans l'aspect. Je trouve qu'il y a vraiment une passerelle entre modernité et ces inspirations qui datent d'il y a 80 ans maintenant. Donc je trouvais vraiment ce design incroyable. Et je me suis dit, ok, si je devais faire une montre, je ferais ça. Puis un jour, j'en fais une sur mon ordinateur. Je me dis, tiens, c'est vraiment beau. Enfin, je trouve ça vraiment cool. J'aime bien. Et là, je pense que je répondrai à une de tes questions là-dessus. Me vient l'histoire du nom, puisque du coup, je suis d'origine polonaise. J'ai une famille d'origine polonaise. Ok. Près de la mer Baltique, en gros. Et je me suis dit je veux faire une allusion si je devais faire une marque en tout cas parce que du coup grosso modo la marque n'existait pas et j'avais pas d'ailleurs de projet à ce moment-là, mais si je devais faire la marque je la nommerais Baltique parce que je veux faire une référence à mon père, donc à mes origines polonaises, ce qui me semblait le plus
logique. Et donc j'ai trouvé ça, et j'ai trouvé ça logique. J'ai mis ça sur le cadran, je l'ai présenté à Paul et Clément le lendemain, le surlendemain au bureau de Résine. Donc à l'époque, on avait un bureau pour les lunettes. Et on s'est dit, ok, go, bah on fait ça. Et donc j'ai cherché des fournisseurs, j'ai fait tout le travail de préparation de la campagne pendant 6... Alors la campagne, ça a duré 6 mois. C'était un Kickstarter. C'était un Kickstarter, ouais. Qui a cartonné. Ouais, qui avait vachement bien marché à l'époque. C'était une autre époque qu'aujourd'hui, d'ailleurs, au final. Il y a pas mal de choses qui ont changé entre-temps. Donc, c'était en 2017. Et on a vendu, je sais plus, 1200 montres. Je crois qu'on avait fait 550 000 €, un truc comme ça. Ce qui était, il me semble, le 3e Kickstarter le mieux financé à l'époque, en 2017, sur des montres mécaniques. Alors, il y avait toujours les montres connectées qui sont pas le même marché, au final, qui marchaient mieux. Mais voilà, à l'époque, ça avait vraiment bien marché. Et si tu veux, on a un peu halluciné du succès, même si on avait quand même des indices qui laissaient penser que ça allait bien marcher. Mais tu sais jamais jusqu'à ce que tu cliques sur le bouton et que tu attendes que ça marche ou pas. Donc voilà un petit peu, tu vois, qu'est-ce qui a fait que tout ce cheminement qui a fait qu'on s'est dit, ok, écoute, on lance la marque. Et si ça marche pas, tant pis, on fera autre chose. Et depuis, la marque a énormément évolué. Vous êtes distribué un peu partout dans le monde. Vous avez un showroom. On se distribue partout dans le monde parce que j'ai vu, mais sur Londres aussi. On fait 90% de notre chiffre d'affaires sur notre site. Ok. Donc on est vraiment concentré là-dessus. Et alors, il s'avère qu'on a quelques détaillants et quelques distributeurs, mais voilà, ça reste encore à la marge et on réfléchit à développer ça, mais on prend notre temps. Et en revanche, une des choses sur lesquelles on se concentre beaucoup en ce moment, c'est les showrooms. Donc, on a un showroom à Paris. On a ouvert un showroom à Londres en décembre 2022, officiellement janvier 2023. Donc, ça fera un petit peu plus d'1 an. Et en juin prochain, on ouvre un showroom à New York, à Soho. D'accord. Ouais. Trop cool. Ouais. En plus. Soho. Ouais. New York, les États-Unis qui sont notre premier marché depuis le début. Oui, parce que... Donc on a patienté jusqu'ici, au bout de 7 ans, pour pouvoir être présent physiquement là-bas, dans notre structure, parce que du coup, on favorise pour l'instant un petit peu la distribution via nos canaux de distribution, donc le showroom et le site, les showrooms et le site. Voilà, donc au bout de 7 ans, on est content et très très content de venir à New York pour faire ça. Et on aura l'occasion de fêter ça avec de belles choses, je pense. On a hâte de voir ça. En plus, vous participez aux ventes Only Watch, ce qui était quand même un gros step, mais j'imagine. Ouais. Donc, même si maintenant, on verra par la suite s'il y a de nouvelles éditions, mais les précédentes ont été un carton, notamment... Tout à fait. Alors, Only Watch, je suivais avant même de faire Baltic, donc ça a été assez... ça a été un symbole très très fort pour moi de pouvoir y participer. Donc on a eu la chance de participer en tant que première micro-marque, si je puis dire, en 2021, avec un chrono monopoussoir qui avait super bien marché. Donc on était vraiment fiers et heureux d'y avoir participé. On est toujours en participation pour Only Watch aujourd'hui avec notre deuxième projet qui est un quantième perpétuel sur lequel on s'est beaucoup donné et on est très content de la pièce. Effectivement, en revanche, il y a eu un petit contretemps sur l'organisation d'Only Watch et ça reviendra. Et ça reviendra. On est en train d'attendre en tout cas la suite de la même manière que toutes les autres marques et on espère que ça le fera. C'est sûr. Ouais. Et en tout cas, très fier d'avoir fait ça. Normal, c'est un peu un Graal entre guillemets. C'est un Graal, clairement. Je pense qu'on peut le dire, c'est un Graal. Pour bon nombre de marques. Ouais, tout à fait. Dernièrement, la marque a lancé les prismiques, qui s'inspirent d'un prisme. Tout à fait. D'où le nom. Oui. Alors, l'histoire de cette montre, de cette nouvelle collection, parce que c'est vraiment une nouvelle collection qui est très différente de ce qu'on a fait précédemment. Donc, ça fait 7 ans. Depuis 7 ans, on a fait pas mal de choses dans notre collection. On a eu pas mal d'itérations, de collections différentes. Donc, on a des plongeuses, on a des montres habillées. On a des montres inspirées du domaine de l'automobile aussi. Et si tu veux, dans ces 6 dernières années, on a eu une vraie obsession pour la cohérence
qui est, je pense, un élément primordial d'une marque. Et donc, on a toujours eu un petit peu le même genre de boîtier, le même genre de forme, le même genre de carrure, qui avait l'avantage aussi de pouvoir fonctionner sur différents bracelets qu'on avait aussi. Oui. Donc, si tu veux, il y a vraiment un écosystème autour de nos boîtes qui est cohérent. Et cette année, on a décidé de faire un truc différent, pour une fois. Au bout de 7 ans, je pense que c'est bien aussi de tenter des trucs un petit peu différents. Et en fait, ce nouveau chapitre, donc les prismiques, ça va introduire peut-être d'autres tests, d'autres choses. On aime bien, en fait, on est un peu en interne, on est un sorte de laboratoire, on teste plein de trucs, on adore essayer des choses. Ouais. Y a plein de projets qu'on a depuis des années, qu'on travaille depuis des années, qui sortiront peut-être dans des années aussi, sur lesquels on fait des trucs différents. D'accord. Et là, cette collection-là, en fait, ça va être... donc c'est une introduction, puisque ça va être l'occasion, en fait, de tester des choses différentes, de tester des matières différentes, de tester des complications différentes éventuellement. Et donc ça, c'est une introduction de collection, puisque ça sortira en précommande le 15 février. Sur la base de 4 couleurs, et le boîtier n'a rien à voir, la forme n'a rien à voir avec ce qu'on a fait précédemment. Ça n'a rien à voir. Donc c'est totalement différent. Le mood est différent aussi. On est plus, on est clairement sur une montre habillée avec beaucoup de reflets, beaucoup de formes, ce qui donne vraiment un côté très atypique, je pense, à cette montre. On est rien que le nom, déjà. Rien que le nom. Alors du coup, l'inspiration de base, effectivement, comme tu le mentionnais, le modèle s'appelle la prismique, et en fait, on aimait bien ce rapport au prisme. Dans le prisme, il y a, tu vois, la forme triangulaire du prisme qui, je trouve, est très lumineuse, tu vois. Ça, ouais. Et c'est peu dire, parce que du coup, en fait, si tu veux, sur cette montre, on retrouve des triangles absolument partout. Il y a vraiment cette notion de géométrie omniprésente sur ce cadran et sur cette boîte. Et en plus de ça, du coup, dans le prisme, il y a la diffraction de la lumière. Donc la diffraction de la lumière, c'est quand la lumière se divise, tu sais, dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Et en fait, cette diffraction-là, je la trouve intéressante aussi pour justifier le fait qu'on fasse des couleurs différentes. Donc là, effectivement, on n'a pas sorti de noir, on n'a pas sorti de blanc ou gris. En tout cas, en premier, on s'est vraiment porté sur différentes couleurs. On a pris très belle, hein. Le saumon qui était déjà présent dans notre collection. Bah là, MR01 a cartonné. Cartonné dans cette couleur-là spécifiquement. Ouais, tout à fait. Et ensuite, on a fait un vert absolument incroyable, qui est très très joli, qui réagit super bien à la lumière aussi. Oui. On a un violet. On a un violet qui est un petit peu issu. En fait, c'est pas le même violet, mais il est très proche. C'est pas le même violet, pardon, que la OnlyWatch, mais c'est très proche. Et on voulait faire cette couleur parce que j'ai un attrait inexpliqué pour cette couleur. Je trouve que c'est très très joli. Et à mon avis, c'est une couleur qu'on n'exploite pas assez. C'était d'où l'idée de le faire sur OnlyWatch, et d'où l'idée de continuer ici. Et ensuite, on a un bleu-gris. Un petit peu ice blue sur la dernière, qui est vraiment très chouette, qu'il faut voir à la lumière aussi, qui est très subtil et qui, je trouve, va super bien avec cette montre. Donc voilà un petit peu les quatre couleurs pour cette collection. Sur cette montre, on a fait des trucs assez particuliers. On a fait donc on a fait un cadran guilloché déjà, qui est assez caractéristique, avec vraiment le soleillé qui part sur tout le cadran et qui se retrouve même à l'extérieur du secteur du cadran. On a bien évidemment, encore une fois, fait un secteur parce qu'on adore ça et on trouve ça stylé. Donc on continue dans cette veine là-dessus sur les montres habillées. Du coup, on a fait des index pyramidaux, ce qui se voit pas souvent. Assez rarement, je dois dire, et ça a été inspiré d'une montre de poche. On adore aller chercher des inspirations très loin, et les montres de poche, c'est une encyclopédie absolue d'inspiration. Il y a vraiment des trucs géniaux qui ont été faits et qui méritent d'être repris aujourd'hui et revus au goût du jour. Donc les index pyramidaux, ça prend la lumière de partout, c'est incroyable.
Et on a mis ces index à 12h, 3h et 9h qui surplombent en fait le secteur et qui surplombent le guillocher, ce qui fait que quand ton cadran éclairé par le soleil, qui est éclairé par le soleil, va te projeter en gros des ombres un petit peu partout, et c'est assez bluffant, je trouve, en termes de prise de lumière, ce que ça peut faire. Et là-dessus, on est venu mettre donc une aiguille heure-minute et une petite seconde. Du coup, la petite seconde, elle est entourée par un secteur aussi en métal brossé. Et sur ces aiguilles-là, on a fait un plat brossé dessus et un petit anglage sur le côté qui, je trouve, vraiment les sied à merveille. Et là-dessus, on a mis 2 types de bracelets. Donc, on a bien évidemment le bracelet cuir et le bracelet mèche, que je trouve génial, qui est un bracelet assez compliqué à travailler, puisque là, on l'a fait un mesh intégré. Moi, ce que j'ai toujours vraiment adoré dans les mèches, c'est cette intégration dans la boîte qui est extrêmement difficile à faire. Et ça se voyait notamment sur les Breitling, les Navitimer, les 806 d'époque. Alors, il y a eu d'autres références aussi avec ce genre de bracelet, mais je trouvais ça hyper intéressant pour celle-ci. Ouais. C'est hyper confortable, ça entoure le poignet parfaitement. Et ça donne vraiment une originalité, tu vois, au modèle. En fait, si tu veux, on retrouve un peu l'aspect typique des montres cocktail qui sont un peu brillantes, tu vois, entre guillemets. Et ça, je trouve que c'est un peu... c'est une petite fraîcheur, tu vois, aussi dans le monde de l'horlogerie aussi aujourd'hui. Je pense que les gens commencent à réapprécier ce genre de montres. Et nous, en fait, on a un process de design qui est extrêmement égoïste, c'est-à-dire qu'on fait des trucs qu'on aime bien à chaque fois, et j'avoue qu'on ne fait pas d'enquête, on va pas vos clients. On va pas poser la question, attendre un sondage pour faire quelque chose. On fait juste les trucs qu'on aime. Ça se fait de plus en plus en soi. Il y a de plus en plus de marques qui se lancent en demandant qu'est-ce que vous préférez. Bien sûr. Bon. Ça, ça c'est à chacun de trouver sa stratégie là-dessus. Nous, on a toujours fait ce qu'on aime en premier, en se disant que les autres aimeront peut-être, en espérant que ça plaise. Ça plaît pour le moment. Et pour le moment, ça va. Donc, espérons que ça continue comme ça. Et en plus, vous avez fait la montre en acier et en titane. Ouais, c'est un bimatière. Donc, c'est un boîtier de 36 mm. Elle fait 9 mm d'épaisseur. Donc, c'est une montre très fine. Très fine. C'est ce que j'ai le plus adoré. Tu vois. Ouais, bah c'est clairement. En dessous des 10. C'est vraiment quelque chose qu'on cherche, la finesse dans tout ce qu'on fait. C'est pas évident. Pour plein de raisons. Mais là, on a utilisé le Peseux 7001, qui est un mouvement suisse, du coup, qui a été fabriqué par ETA. Okay. Donc, on l'achète à une marque de mouvement très connue qui nous les assemble, parce qu'ils sont. Ils sont neufs en fait de stock, ils sont réassemblés pour notre commande. Okay. Et en fait, on utilise ce mouvement-là parce qu'il fait 2,5 mm d'épaisseur, donc c'est un des mouvements les plus fins que tu peux avoir aujourd'hui, ce qui nous permet de réduire sur tous les aspects de cette montre l'épaisseur. Mais on a quand même voulu mettre un saphir, on a fait un cadran qui est relativement épais parce qu'on voulait des détails sur le cadran. Et pour la suite, on a gardé de l'épaisseur pour faire d'autres choses. D'accord. Donc des complications qui arrivent. Éventuellement. Je t'en reparlerai plus tard, peut-être. Et là-dessus, on a mis du coup un boîtier en bimatière. Donc c'est du titane et de l'acier. Pourquoi le titane et pourquoi le mélange? Raison purement esthétique et purement, je dirais... l'histoire de créer, tu vois, une différence. En tout cas, c'est que sur cette carrure, on a vraiment 2 couleurs différentes, 2 matières, 2 aspects différents. Ça vient souligner un petit peu cette différence de contraste entre l'acier et le titane, et on trouvait ça génial. Donc c'est une boîte en 5 pièces. Ouais. Donc tu as la carrure, le caseback, donc le fond, la lunette et les 2 paires de anses qui sont en fait les 2 anses sont une pièce, donc tu as 2
2 pièces qui font les anses. Et en fait, le fait d'avoir un boîtier en 5 pièces comme ça nous permet de travailler des finitions différentes sur chaque pièce. Le problème, et c'était notamment le choix de changer de boîtier et de changer de design totalement, c'est qu'en fait, on arrive, si tu veux, à faire une finition sur chaque pièce différente sans être gêné, entre guillemets, par la proximité d'une autre. Ok. Donc on arrive indépendamment à tout finir, à faire les brossés, les anglages sur toutes les pièces, sans avoir justement à protéger une autre partie de la montre, puisque proximité ou autre. Donc ça nous permet de vraiment choisir notre finition, de choisir comment on veut faire toutes les finitions, toutes les surfaces de cette montre. Okay. Et c'était ça, en fait, si tu veux, le but premier de la construction de cette nouvelle pièce et de cette nouvelle collection, c'était essayer de redistribuer les cartes un petit peu en termes de finition, en termes de choix de design. On a refait une boucle aussi. Les cornes sont différentes. Les cornes sont différentes. Voilà. Donc on change un petit peu d'aspect. Effectivement, on tombe plus dans l'écosystème baltique pour le reste, donc à savoir les bracelets, et les bracelets cuir et les bracelets tropiques en acier et les tropiques aussi. Bon, là, on est clairement sur un sujet différent. Mais voilà, on voulait changer un petit peu, on voulait faire quelque chose de différent. Cette année, il y aura pas mal de choses différentes. Trop cool. Même si on ne s'écarte pas de toute façon de ce qui fait le corps de notre collection sur le reste, les Aquascaf, les Tricompax, les HMS et les Bicompax, ça on ne s'en écarte pas. Mais voilà, de temps en temps, il faut faire un petit pas de côté. Et là, c'en est un. Donc on est très content de ça. On espère beaucoup que ça plaira, et de ce qu'on a vu jusqu'ici, ça plaît beaucoup. Donc voilà. Et sur cette base de collection, on viendra faire beaucoup d'autres choses. C'est vraiment un premier jet, et on est très content et très satisfait du résultat. Donc on continue à bosser tout ça, et on continue à bosser le reste parce qu'il y a pas mal de choses en cours. En tout cas, on a hâte de voir la suite. Et pour tous ceux qui veulent se procurer l'une de ces montres, je mets le lien dans la description justement des précommandes. Donc n'hésitez pas à aller checker. D'ailleurs, d'un point de vue prix, à combien on est? Ces modèles-là démarrent à 1190 € sur le bracelet cuir. D'accord. Et ensuite, selon les options, donc il y a des variations sur bracelet mèche ou si tu prends les 2 bracelets, par exemple. D'accord, ok. Ouais. Ça marche. Et donc, c'est toujours assemblé en France, près de Besançon. Voilà, le process n'a pas changé là-dessus. Et on est à 1190 €, je crois, exactement. Mais trop cool. Et quel est l'avenir de la marque? Et l'avenir de ce modèle, enfin, mais tu nous as dit qu'il allait avoir des complications. Tu commences à connaître un petit peu ce qu'on fait. J'en dirai pas beaucoup plus pour l'avenir là-dessus. Non, l'avenir de la marque, il est encore à faire. Ouais. Donc, difficile pour moi de dire là où on sera dans 5 ans. Je me pose la question tous les jours, bien entendu, mais c'est notre travail qui en dépendra. Ouais. Non, on a beaucoup de projets, donc on va dans les prochains mois, dans les prochaines années, on va continuer d'étendre la collection. D'accord. À un moment donné, et je pense dans les 2 ans, on aura quelques sorties de collection aussi, à savoir des modèles qui rentrent, mais d'autres qui sortent également. D'accord. Pour pouvoir essayer de retrier un petit peu, faire un petit peu de neuf, faire un petit peu de tri aussi. Ça, c'est important, de ne pas avoir une collection énorme non plus. Oui. Tu vois, d'être vraiment, de rester focus sur quelque chose de cohérent, sur les modèles qu'on considère être à jour et correspondant à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça, c'est important. On continue les showrooms, bien évidemment. Les showrooms, c'est super important pour nous. C'est ce qui nous permet de divulguer un petit peu notre ADN, notre culture d'entreprise. C'est ce qui permet de créer de la proximité avec les gens aussi. On vend 85% de nos montres à l'étranger, donc on est vraiment super bien représenté dans plein de pays. Et on veut continuer à garder ce contact-là avec les clients, à garder cette simplicité qu'on aime tant, parce qu'on considère qu'on doit rester une marque accessible et simple. Ouais.
ça, c'est super important. Donc, New York sera clairement un des piliers centraux de cette stratégie-là. On aura peut-être d'autres showrooms à l'avenir ailleurs. C'est le 3e, c'est pas mal déjà. Ensuite, en termes de partenariat, on a des très très belles choses qui arrivent aussi. On veut, pareil, peut-être faire un peu moins. Il y a eu une époque où il y a eu... il y a une époque, c'était il n'y a pas si longtemps, mais le monde dans lequel on vit va très très vite. Les sollicitations sont très nombreuses. Pour faire des collaborations. Pour faire des collaborations notamment. Et c'est de temps en temps difficile de dire non. C'est même souvent compliqué de dire non. Mais on essaye maintenant de se recentrer sur les collaborations qui, je pense, nous amèneront plus loin dans nos produits, dans la passion, dans la recherche de ce qu'on fait. Dans la cohérence avec la culture de la marque. Et ça prend du temps aussi. Donc on espère travailler ces partenariats-là de façon plus profonde, aller plus loin, pour que ça parle à plus de gens, bien entendu, et qu'on continue à vraiment... sécuriser les fondements de la marque, de la culture de marque pour le futur. Voilà, ça c'est super important. Trop cool. Et bah, écoute, on fait le max en tout cas. On se fait vraiment. Ça fait de beaux projets. Ça fait 7 ans bientôt et ça a été que du plaisir depuis le début. On a eu beaucoup de chance parce que tout s'est toujours très bien passé. La communauté des amateurs de montres a toujours été super accueillante vis-à-vis de ce qu'on fait. On essaye tant bien que mal justement de redonner, de remercier un petit peu la communauté en essayant de faire des choses et des belles choses. Voilà, qu'on essaie d'être là, on essaie d'être simple, accessible, et en même temps on essaie de faire des choses qui changent un petit peu. Et tout en se faisant plaisir, parce qu'au fond c'est clairement ça qui nous anime de toute façon, c'est de se faire plaisir. Donc voilà, je souhaite que ça continue le plus longtemps possible. Et que les gens apprécient le plus longtemps possible ce qu'on fait. Normal. Ouais. Bah, merci à toi. Mais je t'en prie, merci de m'avoir accueilli. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir cette nouvelle collection et même les autres collections de la marque Baltic, le lien est toujours dans la description. Et puis on se dit à la prochaine.